Donc actuellement, moi, je suis sur un double poste, c'est-à-dire que je suis directeur de la programmation au sein du Lac Cinéma. Ça veut dire les 5 salles de Sophie Dulac à Paris, c'est-à-dire l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial, le Majestic Bastille, le Majestic Passy. Et je programme aussi, en plus, pour un compte tiers, mais sous les tickets de Sophie Dulac, Publicis sur les Champs-Élysées, donc ce qui fait 6 cinémas sur Paris. Et je suis à côté directeur de la programmation pour Dulac Distribution, sur lequel je m'occupe plus particulièrement justement de la programmation des films sur Paris. J'ai pas peur de Netflix. J'ai pas peur du fait que tout le monde se soit abonné à Disney+ ou des choses comme ça. C'est un faux débat. C'est le même débat que Canal+ dans les années 80-90. Ce qu'on a vu, mais c'est que ça ne dépend pas de Netflix. C'est qu'à un moment, les propositions de divertissement ont explosé. Effectivement, le cinéma n'était plus la sortie évidente comme ça l'a été pendant plusieurs dizaines d'années. Mais ça reste encore la sortie la moins chère. On sait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'unique. Et on l'a bien vu sur l'entre-deux confinements. On a redoublé de force sur les rencontres, les animations de ciné-club, de débats. La salle a ce côté hyper important. Film, c'est pas la même chose quand on le voit au cinéma et quand après on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient en parler derrière et qu'on puisse échanger. Et tout d'un coup, c'est hyper important et ça ne partira pas. Simplement, ça nous pousse à nous poser effectivement des questions sur le métier, sur la possibilité sur ce qu'on propose. Les cinémas que moi je représente et dans lesquels je travaille sont les cinémas Art et Essai, sur lesquels on a, si vous connaissez le Reflet Médicis, il y a quasiment une rencontre tous les jours. Ça n'arrête jamais. Mais dans les autres cinémas aussi. Et pour nous, c'est hyper important. Chez Gaumont-Pathé, ils ont fait un choix de cinéma de luxe, entre guillemets, avec les salles Dolby, la 4DX, les sièges numérotés, et aussi voilà, cette idée que même si vous avez le plus beau home cinéma du monde chez vous, ça sera pas comme chez nous. Donc, chacun travaille un petit peu comme ça. Et l'autre chose, encore une fois, c'est que là, on parle énormément de films qui vont directement sur les plateformes. Le dernier James Bond 007, on a commencé à parler du fait qu'il aurait pu être acheté sur une plateforme. Il faut savoir que si vous allez sur des sites comme Box Office Mojo, vous voyez les chiffres d'affaires des films sur toute leur carrière. Il n'y a aucune plateforme qui aura les mêmes marges qu'un film qui cartonne dans le monde entier. Quoi qu'il arrive, le pouvoir des cinémas et la remontée d'argent est énorme. Et en plus, en création de valeur, un film sorti au cinéma sera toujours plus fort. Et si on prend la question de Disney, tous les produits dérivés d'un film, ils se vendent pas de la même façon quand le film est sorti en plateforme que quand le film est sorti au cinéma. Par contre, ce qui se passe, et ce qui se passe de plus en plus, vous l'avez vu, c'est l'idée des gros studios d'avoir des sorties quasi simultanées, salles et plateformes. On a 2 beaux exemples quand même dernièrement, donc aux États-Unis, où très peu de cinémas sont ouverts, sont sortis coup sur coup Tom et Jerry chez Warner et Raya et le Dernier Dragon chez Disney. Et Tom et Jerry a cartonné parce qu'il est sorti en même temps de mémoire sur HBO Max, et Raya et le Dernier Dragon n'a pas du tout marché parce qu'il est sorti en même temps sur Disney+. Chaque fois avec ce qu'on appelle une location premium, ça veut dire une location à $30. Ça veut dire qu'en plus de votre abonnement Disney+, vous payez $30. Et ben Tom et Jerry a cartonné, a beaucoup mieux marché que Raya, ce qui est quand même fou dans le monde. Pourquoi? Moi, je pense que Raya a été massivement téléchargé, là où Tom et Jerry l'a été moins, parce que peut-être un peu moins visible, et surtout, il y avait beaucoup moins d'abonnés à HBO Max que d'abonnés Disney+ en ce moment, et en tout cas sur ce public, sur le public enfant. Pour Disney, je pense que quoi qu'il arrive, ils ont besoin des cinémas pour vivre. En fait, l'algorithme, c'est pourri. Et je pense vraiment que en vrai, même les plateformes sont pas dupes. On va reprendre Netflix, qui ont rentré tout le catalogue MK2, avec quand même énormément de Chabrol, de Truffaut. Si vous mettez dans votre liste tous les Chabrol et tous les Truffaut, il y a fort à parier que vous allez avoir les films de sauté qui vont commencer à monter sur votre timeline et que vous dire, ah ben tiens, pourquoi pas, alors que c'était pas forcément le réalisateur à la base sur lequel vous seriez allé. Ce qu'il faut se dire, c'est que Netflix travaille les niches. Si vous cherchez un peu plus en détail, vous verrez que sur Netflix, il y a énormément de films indiens, notamment de films indiens récents, qu'il y a énormément de films américains, Sundance. Et en fait, l'idée, encore une fois, c'est qu'ils se servent de ces niches et de l'ultra connexion. Ça veut dire que les Indiens, eux, auront les sites internet qui vont les envoyer vers dire ben voilà, c'est sur le catalogue Netflix, vous avez ça, ça et ça. Et en fait, c'est des passeurs externes, mais quoi qu'il arrive, vous avez toujours besoin d'un passeur. Pour nous, directeurs, programmateurs, c'est le pire. Et c'est toujours cette idée aussi de faites-nous confiance. Ça veut dire que
chaque cinéma, et quand je dis chaque cinéma, je dis vraiment, vraiment chaque cinéma. Ça veut dire que je mets pas du tout UGC, Gaumont ou les circuits en dehors. Chaque cinéma a sa ligne éditoriale, travaille d'une façon différente ses spectateurs, son public. Et donc, à un moment, vous faites confiance. Alors, il y a plusieurs possibilités, entre guillemets. On peut organiser un concours pour faire, voilà, on fait venir des réalisateurs, des réalisatrices, des techniciens, on fait des ciné-clubs, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est quand même que le cinéma, donc vous avez vos habitudes, vous, tout d'un coup, vous allez aller voir un film sur lequel vous seriez pas forcément allé à ce moment-là. Et donc, tout ce travail d'éditorialisation, de goût, de recherche marche vraiment que lorsqu'il y a des gens derrière et que les gens l'assument et qu'on travaille là-dessus. La chronologie des médias, c'est vachement bien. C'est vachement bien sur ce que ça a créé d'aide à la jeune, voilà, à une distribution plus difficile, d'aide à la jeune création, de choses comme ça. Mais c'est un modèle qui n'est clairement plus au goût du jour parce que on a cette envie, ça s'est fait avec la musique, avec Spotify, Deezer. On a cette idée que tout doit être disponible maintenant. Et de toute façon, si c'est pas disponible légalement, il est disponible illégalement. On le trouve. Si vous voulez voir les films qui sortent, si vous voulez vraiment pas payer, si vous voulez, vous pourrez quand même les voir. Donc, comment on fait pour toujours trouver un système économique qui permette de rétribuer des films difficiles, que ce soit à la production, à la distribution, tout en restant sur des habitudes qui matchent avec les habitudes de consommation actuelles? Et ben, pour l'instant, personne n'a trouvé. C'est ça le souci, c'est que on n'a pas trouvé cette solution, et c'est là où tout le monde se creuse la tête avec toute la bonne volonté du monde. C'est pas, et c'est ça un peu flippant aussi parce qu'à un moment, cette chronologie des médias, elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas parce que on ne peut pas comprendre. Je pense que les gens peuvent attendre 3 mois, 6 mois, un an, 3 ans pour arriver en SVOD, c'est très compliqué. Maintenant que finalement les gens voient plus de films en SVOD qu'en VOD. La VOD n'a jamais totalement décollé. Ça marche plutôt pas mal, mais je pense que pour vous, vous êtes plutôt content quand là il y a Phantom Thread qui arrive sur Netflix que l'idée de redépenser 5-6 € 4 mois après sa sortie cinéma quand vous l'avez déjà encore en tête si vous êtes allé le voir au cinéma. Mais s'il était arrivé un an plus tôt, vous n'auriez pas été mécontent non plus. Voilà, donc après c'est aussi des questions de vis-à-vis des distributeurs et des ayants droit, à quelle plateforme on les donne et à quel prix. Par exemple, Netflix achète les films vraiment pas cher. Et contrairement à Deezer où vous avez une remontée au nombre d'écoutes, la Netflix achète des droits. Ils achètent par exemple pour 1 000 € le droit de projeter un film sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils reviennent vers vous et vous disent bon, bah, on va redépenser 1 000 € ou on redépense pas. Ça peut bien évidemment monter jusqu'à 150, 200, 300 000 sur certains films. Mais clairement, il y a des films de catalogue. Là, certains distributeurs, ils les laissent pour 1 000 €. Et en vrai, c'est 1 000 € parce que de toute façon, le film, il n'a plus de vie à part certaines diffusions télé. Donc, c'est toujours 1 000 € qui rentrent dans la boîte. Mais à part les droits SACEM, ça veut dire les droits qui vont reverser aux réalisateurs ou aux ayants droit qui sont des droits tout minuscules. Il n'y a pas de remontée en fonction du nombre de vues. C'est-à-dire que vous, en tant qu'ayant droit, vous ne ferez pas plus d'argent si le film est beaucoup vu ou pas beaucoup vu sur Netflix. Vous ferez juste de l'argent parce que vous leur avez cédé les droits sur une durée donnée. Et donc, ça pose ces questions-là. Et je pense que la crise actuelle a tout accéléré et les gens se sont posé des questions que tout le monde se posait et doivent trancher très vite parce qu'à un moment aussi, on doit faire remonter de l'argent. C'est aussi effectivement une question de se dire, bon, ben, le film, à quel point on va rentabiliser le film. Pour Pinocchio, c'était le pack qu'il avait sorti. Amazon sont arrivés et on dit, ben, c'est pas difficile, on vous achète le prix que vous avez dépensé. Vous avez une opération blanche, vous fermez pas votre boîte, vous mettez pas 10 personnes au chômage, et nous, on fait un coup comme ça en début de confinement. Bah, à un moment, moi je comprends qu'ils acceptent. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de gens aussi avec cette idée d'embouteillage à la reprise, de gens qui disent mais vendez vos films aux plateformes. Ça va faire des effets de pub, des effets d'annonce, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va engranger comme habitude et comme chose, voilà. Mais voilà, en tout cas, ça vous montre le vrai côté d'incertitude du moment. Tout le monde est conscient pour se dire que quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après, que certaines choses vont changer en bien, d'autres choses vont peut-être changer en mal, mais qu'il va y avoir une vraie volonté de changer les habitudes, de travailler, de renforcer quelques volontés, et qu'on va pouvoir voir comme ça ce qui va en découler. Mais encore une fois, je pense que le cinéma dans son ensemble et les salles de cinéma ne vont pas mourir du Covid, quoi. Ça, j'ai pas peur.